Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en bonne santé. Donc je vous souhaite un excellent week-end, on est samedi soir. On a envie de plaisanter, de rire, hein, de s'éclater et de jouir de notre jeunesse, de notre vie. Et que, comme a dit Leonardo DiCaprio dans le fameux film Titanic, pour que chaque jour compte, pour que chaque moment compte. D'accord? La vie, c'est l'ensemble des moments où vraiment ton souffle s'est coupé et non pas le nombre de moments où tu as respiré. Les souvenirs. Ce qui compte dans la vie, c'est les souvenirs. Il faut vivre, archiver dans votre mémoire, dans notre mémoire et dans la mémoire de chaque organe. Et puis finalement, c'est ça la vie. La vie, c'est vivre et non pas raconter ou être intelligent. Très bien, donc le sujet de ce soir, c'est la polygamie et le choix du partenaire. On va parler d'une façon plus ou moins rationnelle, d'une façon plus ou moins sage, bien loin de la théorie, bien loin des émotions et bien loin de l'enfantillage, d'accord? Donc ça va être un sujet vraiment multidimensionnel comme tous les autres sujets. Ça va être un sujet sage. Et ça va être un sujet uniquement pour les gens qui ont du recul, les gens qui ont de l'expérience dans la vie. C'est-à-dire les gens qui ont plus de 50 ans, les gens qui ont plus de... Il faut donner la parole à ces gens-là. Il faut apprendre à donner la parole aux gens qui ont quelque chose à dire. Oui, je suis docteur, mais il y a des gens qui sont plus âgés que moi, qui ont plus d'expérience que moi, qui ont vécu. Pour connaître la vie, il faut vivre. D'accord ? Très bien. Donc la polygamie et le choix du partenaire. Donc, par quel sujet vous désirez qu'on commence notre débat? La polygamie ou le choix du partenaire? Je vous donne le temps de répondre. Pour les gens qui viennent de rejoindre notre discussion, en fait, par quel sujet le choix du partenaire? D'accord. Très bien, donc puisqu'il y a une seule personne qui a répondu, donc on va commencer par le choix du partenaire. Alors premièrement, avant de choisir le partenaire, je dois toujours garder dans ma tête que je vais parler, ou je vais rencontrer, ou je vais vivre, ou je vais connaître, où je vais partager une partie de ma vie. Voilà la chose la plus importante. Alors, partager une partie de la vie en fait, c'est quoi? C'est des moments, du temps. Imaginez la chose la plus importante, la plus précieuse, la plus coûteuse dans ce monde, c'est la vie, c'est le temps. Donc, quand je choisis un partenaire, la pire des choses qui peut vous arriver, c'est de passer du temps avec quelqu'un. Imaginez. Il y a des gens qui ont passé des années avec quelqu'un. Il y a des gens qui ont vécu des séparations, des reprises, des divorces, des deuxièmes mariages, troisième mariages. Alors le temps, la chose la plus, je dirais, bon, je peux pas dire stupide, mais la moins intelligente, hein, c'est de passer du temps avec quelqu'un. Moi, j'ai regretté, dans n'importe quel domaine, sur n'importe quel plan, dans n'importe quel type de relation, j'ai regretté avoir passé 1 minute. Pas regretter, mais je le ferai pas. Je le referai plus. Je le referai plus. Discuter avec des gens. Un partenaire, c'est quelqu'un avec qui vous allez passer du temps. Alors, comment est-ce qu'on passe le temps avec un partenaire? Donc, soit qu'il n'y a pas de temps passé, pas de communication, il travaille toute la journée, vous travaillez toute la journée, vous êtes considérés comme étant des gens mariés, des gens qui vivent ensemble, des gens qui sont ensemble, mais vous n'êtes jamais ensemble et vous n'avez jamais été ensemble.
Mais il a pris 10 ans de votre vie. Vous avez passé 10 ans de mariage. Comment je peux choisir un partenaire? Premièrement, je dois être consciente que je vais partager avec cette personne ma vie, le temps, qui est la chose la plus précieuse. À partir de 40 ans, on commence à comprendre que la vie, que le temps est précieux. Quand on est enfant, on ne sait pas. Quand on est adolescent, on ne sait pas. Quand on est très jeune, on ne sait pas, dans les trentaines. Mais à partir de l'âge de 40 ans, on dirait une sonnette qui se met en marche pour vous dire, attention, il y a le temps qui s'écoule. Attention, on a une fuite. Tu parles à quelqu'un pendant 5 minutes, à 40 ans, je peux pas passer avec, je peux pas le saluer. Je le vois, je fais comme si je l'ai pas vu et je continue mon chemin. À l'âge de 20 ans, je peux appeler quelqu'un pour parler des minutes par téléphone. À l'âge de 40 ans, je peux pas. J'envoie un texto. 2 mots. SMS. D'accord? À l'âge de 20 ans, je peux très bien... je connais pas les priorités. Je peux rester figé face à la télé pour regarder un film. À l'âge de 40 ans, je peux pas. Je vois pas de film à l'âge de 40 ans. Si je vois un film, ça doit être choisi. Ça doit être des leçons, ça doit être quelque chose de très fort, ça doit être quelque chose de très enrichissant. D'accord? À l'âge de 20 ans, je veux par exemple un partenaire qui va parler, qui va baratiner, un bon orateur, un séducteur, je sais pas moi, mais à l'âge de 40 ans, on veut des actes. On veut des actes, on ne veut pas entendre. Un homme âgé de 20 ans, il attend à ce que sa copine lui dise « je t'aime ». Ou une jeune de 16 ans, ou de 20 ans, elle attend à ce que son copain lui dise « je t'aime ». À l'âge de 40 ans, on n'y croit même pas. Et là, maintenant, c'est la comédie qui commence. À l'âge de 40 ans, quand tu dis à quelqu'un « never give up ». Yeah, never give up. Mais on n'est pas en train de parler de give up. S'il vous plaît, si vous permettez, j'aimerais bien que tout le monde utilise la langue française. Comme ça, tout le monde va comprendre. Alors, à l'âge de 20 ans, si quelqu'un te dit « je t'aime », tu vas croire que c'est vrai. À l'âge de 40 ans, tu ne comprends même pas ce mot. À l'âge de 60 ans, de 50 ans. Une femme âgée de 34 ans, de 43 ans par exemple, tu lui dis « je t'aime », tu as de beaux yeux, tu as de grosses fesses, tu as de beaux seins, tu as de, je sais pas moi. Mais à votre avis, est-ce qu'à l'âge de 43 ans, la femme va être séduite par ces mots-là? C'est pas une gamine. Mais elle veut des actes. À l'âge de 45 ans, 43 ans, une femme mature, une femme de 40 ans, de 41 ans, de 39 ans. On dit un bel orateur. Carpe diem, vous êtes arabe? Vous êtes français? Monsieur Carpe? Votre âge, s'il vous plaît, parce que le live n'est pas fait pour les adolescents. J'ai dit un bon orateur. Un bon, c'est-à-dire l'opposé de mauvais. Un bon orateur, on dit ça à quelqu'un qui vraiment, vous ne pouvez pas le vaincre. Un bel orateur, ben, si vous voulez que je dise le mot belle, ok, je le dis pour que vous soyez à l'aise. Votre âge, s'il vous plaît, parce que c'est interdit pour les adolescents de suivre ce live. Bonsoir tout le monde. Très bien, donc, vous avez vu la maturité? À l'âge de 40 ans, les hommes et les femmes, en principe, ils ne tolèrent pas l'immaturité. Ils ne tolèrent pas les baratins. Ils ne tolèrent pas les mots. Ils cherchent des actes. Vous dites à une jeune de 23 ans, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, je vais me suicider sans toi, je ne peux pas vivre sans toi, elle va vous croire. À l'âge de 40 ans, vous dites à une femme, je ne peux pas vivre sans toi, elle peut appeler la police.
Elle doit appeler la police. Comment ça, tu m'aimes, tu peux pas vivre sans moi? C'est-à-dire que tu veux te suicider. Point à la ligne, hein. Point à la ligne. 42 ans, 41 ans, 40 ans, la femme ne comprend pas ce langage. L'homme non plus. Je t'aime et je peux pas dormir le soir avant de penser à toi. Non, monsieur, t'es malade. Non, madame, t'es malade. Voilà. Comment ça? À l'âge de 42 ans, de 43 ans, de 37 ans, parce que c'est mon âge, on ne comprend pas ce langage. Donc, tout ça pour vous dire que, d'accord, pas besoin de divulguer mon âge, il y a ma photo sur le profil. Ok, je comprends, vous ne voulez pas nous donner une idée sur votre âge, je comprends, je respecte, très bien. Alors, tout ça pour vous dire que le temps est précieux. Et on n'a pas une seule minute à gaspiller ou à dépenser ou à perdre avec les gens à partir d'un certain âge. Une minute, ça vaut de l'or. Je ne te donne pas une minute. D'accord? Même pour répondre à une maltraitance, j'ai pas une minute pour répondre à ça. J'ai pas une minute pour comprendre. J'ai pas une minute pour expliquer. Plus on avance dans l'âge, plus on comprend la vie et plus on comprend que le temps est plus précieux que ce que vous allez me dire ou ce que je vais vous dire. Voyez? Très bien. Une seconde s'il vous plaît, je reviens. Très bien, donc la première leçon à comprendre, bon c'est la vie qui nous enseigne ça, c'est que pour choisir le bon partenaire, on n'a pas besoin de quelqu'un, on n'a pas le droit de perdre une minute de notre temps. Et plus on apprend ça précocement, à un âge très 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 jeune, meilleure sera l'histoire. D'accord? Alors comment puis-je savoir est-ce que ce partenaire va perdre mon temps? Premièrement, je n'ai pas le droit d'essayer de comprendre la personnalité et la mentalité voilà la personnalité et la mentalité de quelqu'un tant que je ne me suis pas encore investi dans la compréhension de ma personnalité et dans la compréhension de ma mentalité et dans la compréhension de mon système de croyances. Ce n'est pas intelligent du tout de comprendre quelqu'un alors que je ne me comprends pas. Ce n'est pas intelligent du tout de chercher la bonne personne alors que moi je ne suis pas la bonne personne. Je ne sais même pas est-ce que je suis la bonne personne. Ce n'est pas logique, d'accord? Et c'est irresponsable d'aider quelqu'un ou de vouloir changer quelqu'un alors que toi-même tu as besoin d'aide. Vous voyez? Voilà, il va vous faire perdre votre temps. Bravo. Alors il y a moi, il y a l'autre. Qui est la personne la plus importante dans notre vie? C'est moi. Malheureusement, dans l'éducation, l'enseignement, la culture, la société, tout le monde vous dit que pour être une bonne personne, d'abord, vous devez être validé par l'autre. Vous devez être approuvé par l'autre. Ça, c'est une bêtise. C'est de l'autodestruction. Tout le monde juge tout le monde et le jugement est divin. Et personne n'a le droit de juger l'autre. Donc nous, on a un problème de jugement et on a un problème de validation ou d'expectation de validation. C'est-à-dire j'attends à ce que les gens m'acceptent. J'attends à ce que les gens me complimentent. J'attends à ce que les gens me jugent bonne, merveilleuse, gentille, polie, serviable, altruiste, tout ce que vous voulez.
Alors ça, c'est une catastrophe. Pourquoi je fais tout pour l'autre? Qui est l'autre? L'autre, c'est comme moi. Si moi, je prends soin de ma vie et l'autre prend soin de sa vie, tout le monde va prendre soin de tout le monde. On est d'accord? Donc pourquoi on donne la priorité à l'autre personne? Ça, c'est un problème de santé qui doit être diagnostiqué depuis l'enfance. Il y a moi, ça existe, hein, parce qu'il y a des gens qui croient que si je pense à moi, c'est-à-dire que je suis égoïste, je suis mauvaise. Il faut être égoïste. Parce que vous avez un cerveau, vous avez un corps. C'est comme une voiture, par exemple. Une voiture qui roule. Bonsoir tout le monde. La voiture roule et il y a quelqu'un qui vient dire à la voiture, non, t'es égoïste, mais pourquoi tu veux rouler? Il faut que tu aides les autres voitures à rouler. D'accord? Il y a un avion qui décolle, il y a d'autres avions qui viennent dire à cet avion, non, mais t'es égoïste, pourquoi tu décolles? Pourquoi tu voles? Pourquoi voilà, pourquoi tu décolles? C'est égoïste, il faut aider les autres avions. Mais comment ça aider? Aider, c'est de la faiblesse. Aider, oui, soutenir, oui, mais pas faire les choses à votre place. On ne peut pas vivre à la place d'une autre personne. Malheureusement, dans le système de croyance familiale ou sociale, des fois, on a une sorte d'handicap de réflexion et de croyance. Tu vis la vie de l'autre ou tu vis à sa place ou lui, il vit ta vie. On n'a besoin d'aucune approbation ou acceptation d'autrui. Oui, voilà. Donc, tu veux tout faire pour que l'autre soit à l'aise, comme ça tu vas être une bonne personne. Ça, c'est pas vrai du tout. Tout ça, c'est pas vrai. C'est faux. Je dois vivre ma vie. Je suis la personne la plus importante dans ma vie. Je fais du mal à personne. Je ne ridicule personne. Je ne dévalorise personne. J'ai pas besoin de rabaisser l'autre pour exister ou pour briller. D'accord? Le respect et la politesse sont largement suffisants pour vivre en paix. D'accord? Salut. Alors, il y a un point très important. Comment choisir un partenaire? Premièrement, on a dit que il ne faut pas permettre à quelqu'un de perdre notre temps et aussi il ne faut pas qu'on participe au gaspillage du temps d'une autre personne. D'accord? Deuxièmement, on n'a pas le droit de choisir la bonne personne tant qu'on ne connaît pas notre personne, notre personnalité et notre mentalité. Et on ne doit pas, on doit s'aimer, on doit comprendre qu'on est la personne la plus importante dans notre vie. Alors là, on va faire une chose très importante, on va séparer ou dissocier, d'accord, les vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Une seconde s'il vous plaît, parce que je prépare un truc. Bonsoir tout le monde. Pas grave si on fait pas de la comédie parce que le sujet est très important et vous aussi vous êtes très à la hauteur. Ce soir il y a des gens sérieux. Très bien, donc on va essayer, si vous permettez, de dissocier les vies. Voilà un handicap qui empêche les personnes victimes de manipulation de sortir de cette emprise. Il y a des gens qui passent 10 ans, 20 ans sous l'emprise d'un manipulateur, que ce soit quelqu'un, un membre de la famille ou un partenaire, et les gens ne peuvent pas sortir. Pourquoi ils ne peuvent pas sortir? Pourquoi la victime de quelqu'un reste toujours victime de cette personne? Pour plusieurs raisons et par plusieurs mécanismes. Des fois, on a ce qu'on appelle la dépendance à la maltraitance. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui s'habitue, qui devient accro, qui s'habitue, hein, comme si, par exemple, comme un fumeur ou un alcoolique. D'accord? Voilà, ils sont sous son emprise. Et ils peuvent pas et ils veulent pas.
Ils sont très à l'aise dans leur zone de confort où ils sont maltraités. D'une autre part, il y a des gens qui croient que eux, ils n'ont pas de vie. Imaginez, il y a des gens à 50 ans, ils finissent par comprendre que ils ont passé 50 ans de leur vie à penser qu'ils doivent toujours occuper la deuxième place. À quoi ça bizarre? Oui, 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 c'est vrai. La dépendance à la maltraitance, c'est-à-dire la victime, par exemple, d'un pervers narcissique, devient vraiment très, très dépendante à ça. Alors, là, il y a des choses dans le crâne. Imaginez, dans le crâne, il y a du pus. Il y a du pus qui doit être évacué correctement et avec prudence. Ce sont les croyances limitantes. Alors, ces croyances limitantes, ce sont des croyances qui détruisent les gens, qui affaiblissent les gens. C'est make people weak. Elle rend la personne très 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 faible. Vous êtes intelligent, vous avez du pouvoir, vous êtes très fort, vous avez même, voilà, vous avez du pouvoir, mais et pourtant, vous pouvez par exemple sur le plan professionnel gérer une grande équipe, hein, mais sur le plan relationnel personnel, vous êtes très très faible. Pourquoi? Parce que vous avez des croyances dans votre tête qui vous rendent vraiment très 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 faible, fragile et facilement manipulable, et on peut vous détruire tranquillement. Vous voulez que je vous donne des exemples de ces croyances? Alors, un commentaire, il y a beaucoup de respect et de crainte dans ce comportement. Respect et crainte. Respect de ce pervers narcissique, je n'ai pas bien compris. Origine de ces croyances qui affaiblissent. Alors, oui, bravo, très très bonne question. Alors, l'origine des croyances, c'est l'enfance, toujours l'enfance. Vous savez qu'au fond de nous, au fond de chacun de nous, il y a un enfant. Et cet enfant, il ne doit pas disparaître, il est toujours là, mais il doit être écouté. Imaginez combien de crédits on a à rembourser. C'est-à-dire que si on t'a pas écouté ou tu t'es pas senti écouté, parce que là, on a encore un autre dossier, ce sont les perceptions. La perception, on la juge pas, parce que chacun de nous, par exemple dans la même famille, les enfants n'ont pas la même perception des choses. Donc, l'origine des croyances, c'est la maison, l'école, la société, le quartier, l'entourage et des interactions entre tous ces paramètres. En plus, nous avons la réflexion du petit. Par exemple, pourquoi les petits qui sont timides, qui sont isolés, voilà, doivent être absolument pris en charge par le pédiatre et le pédopsychiatre, parce que le fait de rester isolé, ça l'aide à développer ses propres, je dirais, algorithmes à eux, voyez, ou à lui. Donc, il y a l'extérieur, il y a l'intérieur, et puis il y a les interactions. D'accord? Ce sont des repères. Pour lui, ce sont des repères. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. D'ailleurs, si vous avez remarqué, nous-mêmes les musulmans, des fois, il y a des gens qui ont leur propre explication à certaines choses religieuses, alors que c'est pas forcément vrai ce qu'ils disent. Normalement, il y a des savants qui ont appris ça, qui sont responsables. C'est-à-dire que si on a fait des études islamiques ou religieuses, on a le droit. C'est comme les rabbins, c'est comme les... Donc, dans toutes les religions, il y a des gens qui sont plus cultivés dans ce monde, qui ont fait des études, des recherches, beaucoup de choses. Et il faut toujours recourir à ces gens-là. Pourquoi? Sinon, on va avoir des croyances qui ne sont pas vraies. Vous voyez? Donc, les croyances qui détruisent, je vais vous donner quelques exemples. Toujours au sein du couple, il y a des gens qui croient que on doit toujours donner la priorité à l'autre personne. Ça, c'est mauvais. L'interprétation, oui. Alors, pourquoi vous devez absolument donner la priorité à l'autre personne? Contexte traditionnel. Qui vous a dit que vous devez toujours donner la priorité à l'autre?
Qui vous a dit que vous devez toujours faire des sacrifices? Pourquoi on doit faire des sacrifices? C'est quoi le mot sacrifice? C'est quoi? Est-ce qu'on est obligé de faire des sacrifices? À quel niveau d'urgence, de gravité ou de danger on doit faire des sacrifices? Est-ce qu'on doit faire des sacrifices pour quelqu'un avant le mariage ou après le mariage? Parce que nous, des fois, on traite des femmes mineures, des mères célibataires, qui ont fait des sacrifices. J'aime pas ce mot. Bravo. Donc, il y a quelqu'un qui n'aime pas ce mot. C'est déjà positif de trouver des gens qui n'aiment pas ce mot. Alors, quand on questionne, parce que moi, j'ai eu cette habitude d'interroger les mères célibataires, qu'elles soient mineures ou pas, et j'ai remarqué que des fois, il y a des jeunes qui tombent enceintes, tout simplement parce que elles ont cru à quelqu'un. Elles ont fait confiance à quelqu'un. Elles ont fait des sacrifices. Donc il y a des hommes qui, je peux pas dire ils sont pas responsables, mais bon, il y a des hommes qui voilà, qui sont pas responsables, pour être honnête. Il sort avec la fille, elle tombe enceinte, il la laisse tomber, il la quitte. C'est un abus de confiance, bravo. Donc, jouer avec les sentiments d'une femme et il a jeté et l'a largué après, ah non, ça c'est toxique, c'est catastrophique. Et après, puisque c'est la femme qui a un utérus, donc automatiquement, toute la honte, tout le problème, toute la catastrophe va rester accolée à son corps. Pourquoi on juge toujours la femme? C'est tout simplement parce que l'utérus se trouve dans le corps de la femme. Si c'était l'homme qui, ou le jeune homme, voilà, si c'était l'homme qui a un utérus, donc automatiquement, c'est l'homme qui allait être victime de toute cette honte et ce mépris et beaucoup de choses. D'accord? C'est puni par la loi et par la société. Ne pas faire confiance, c'est presque inhumain. Mais il faut doser confiance et prudence. Il faut plusieurs paramètres. Je veux vous dire un truc. Il y a des gens qui, par exemple, qui ont des croyances religieuses, d'accord? Par exemple, des musulmans. L'homme est musulman, la femme est musulmane. Lui, il est conscient, par exemple, qu'un rapport va mener à une grossesse. D'accord? La jeune, elle est mineure. Je veux donner les cas graves. Par exemple, elle est âgée de 17 ans, de 16 ans, de 14 ans, de 15 ans. Alors lui, il n'est pas mineur, il est âgé de 25 ans. Donc, vous êtes âgé de 25 ans, de 30 ans. D'accord? Mais c'est pas normal, à l'âge de 30 ans, de faire l'amour avec une fille de 15 ans, déjà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il s'agit d'un viol. Hein. Viol de tout, de confiance, d'humanité, de beaucoup de choses. Alors, tu es âgé de 30 ans et tu as pu être attiré par une jeune de 15 ans dans le contexte arabo-musulman et marocain. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta sexualité. Parce que les hommes, à l'âge de 30 ans, ils sont très attirés par les femmes mûres, encore plus âgées qu'eux. Merci beaucoup, monsieur. C'est pas normal. Je vais être audacieuse avec vous. Qu'est-ce qui vous a attiré dans une gueule de 15 ans? Elle n'a même pas achevé sa croissance. Elle n'a même pas terminé comment je dirais, to build her body. C'est-à-dire que même son corps, même la silhouette n'est pas encore terminée, n'est pas encore bien faite ou achevée. Non, je voulais parler de la silhouette. Parce que les hommes, en général, ils sont attirés par la silhouette. C'est normal. Hein. Ils ne sont pas frustrés. Ça, c'est normal, c'est beau. Donc, à l'âge de 15 ans, elle n'a même pas bien terminé le développement de ses seins, de ses glandes mammaires. Elle n'a pas encore, même le bassin n'a pas encore terminé sa croissance.
Parce que nous, les médecins généralistes, on est amené, on est sollicité pour donner un certificat qui prouve que la fille peut se marier. Quand elle est mineure, elle ne peut pas se marier. Il y a le juge monsieur le juge, que je remercie. Hein, je remercie tous les juges parce qu'ils font ça. Merci, c'est gentil. Alors, on demande un certificat, on demande un examen clinique fait par un médecin. Et quand on fait un examen des jeunes qui veulent se marier, mais des fois, on est choqué. On est choqué. Je ne sais pas si les choses ont changé maintenant sur le plan juridique, mais sur le plan médical, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des signes de, des signes de croissance, de puberté, de beaucoup de choses. Donc, de développement, par exemple, des seins, la pilosité axillaire, la pilosité pubienne, le bassin. Parce que si vous épousez une jeune, automatiquement, elle va tomber enceinte, automatiquement, elle va devoir accoucher. Et j'ai discuté un jour avec un gynécologue, il a été choqué par... un jour, il a été sollicité pour accoucher par voie haute, c'est-à-dire par césarienne, en urgence, une jeune. Donc c'est catastrophique. Nous, on ne veut pas voir des césariennes. On ne veut pas. Les césariennes, ce sont des actes d'extraction en urgence. C'est-à-dire que si il faut absolument extraire le fœtus du corps de la femme pour la sauver, c'est à ce moment-là où on fait la césarienne. Mais sinon, la voie basse est la meilleure façon d'accoucher, bien sûr, si tout va bien. Donc, pourquoi on expose une jeune à une césarienne? Parce que le bassin ne permet pas, n'a pas encore achevé sa croissance, imaginez. Donc, vous n'êtes pas un homme normal si vous êtes attiré par les mineurs. Je ne peux pas dire que vous êtes un pédophile, mais vous devez absolument voir votre médecin. Déjà, hein? Bon, on ferme cette parenthèse. Des commentaires. Physiquement, il n'est pas apte pour une relation sexuelle. Oui, bravo. Et en plus, il y a une information très importante, c'est que dans le col utérin, dans le col de l'utérus, nous avons deux parties, l'endocole et l'exocole. Et nous avons entre les deux ce qu'on appelle comme une sorte de zone de transition. Alors cette zone entre l'endocole et l'exocole, c'est-à-dire le col, la partie interne, la partie externe du col, n'est pas mature. Donc si la jeune fait des rapports sexuels avant la maturité, si vous voulez, de cette zone de transition entre l'endocole et l'exocole, automatiquement on va l'exposer à un risque augmenté d'inflammation et de tumeurs et de dysplasie et de beaucoup de choses. D'accord. Alors quand on interroge la jeune, elle dit qu'elle a fait l'amour avec cette personne parce que lui, il est passé par des moments difficiles, il est divorcé, et il vient de perdre son père, il vient de perdre sa mère. Donc elle fait des sacrifices pour lui parce que lui, il a perdu sa mère. Ok, il a perdu sa mère, mais est-ce que le rapport sexuel qu'il va faire avec toi, est-ce que ça va rendre sa mère lui rendre... his mother will be alive another time? Elle va devenir vivante de nouveau? Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Donc les gens qui vous demandent de faire des sacrifices pour eux, ce sont des gens toxiques. Gardez toujours ça dans l'esprit. Ce sont des gens qui vous consomment. Alors là, on va fermer toute cette fenêtre. Ça, c'était juste des exemples un peu, je dirais, affreux. Et on va parler de la consommation. Comment choisir le partenaire? Les sacrifices, c'est interdit. Les films indiens, on ne fait pas de feuilleton indien dans une relation. On ne fait pas le cinéma. Genre, je fais des sacrifices. Sacrifice. On fait des sacrifices. Toi aussi, tu fais des sacrifices. Ça s'appelle les misérables. Ce sont les misérables qui font ça. Et les misérables, ça se termine soit au commissariat, soit dans des, je sais pas moi, des curetages ou des décès ou de beaucoup de choses qui ne doivent pas normalement avoir lieu.
Donc, arrêtez de faire des sacrifices et arrêtez de croire à toute personne qui vous demande de faire des sacrifices. Ce sont des misérables. Et dites-vous que si je crois au sacrifice, c'est soit je suis misérable, soit je tombe sur les misérables. D'accord? C'est pas toujours l'autrui qui doit voir un médecin. Des fois, c'est nous qui devons voir un médecin. D'accord? Alors, je vais lire vos commentaires. On cherche seulement l'aptitude physique, pas psychologique et biologique maladie. Oui, oui, je vous rejoins. Il faut absolument voir est-ce que les gens sont aptes psychiquement et mentalement, parce que j'ai des cas, sincèrement, qui sont bizarres mais vrais. On entend souvent parler de catastrophe après le mariage, c'est-à-dire, on demande la main d'une femme ou d'une fille. Le monsieur est malade, il prend des psychotropes, il est suivi par le psychiatre. On dit rien à la dame. Après le mariage, il est excité, il est heureux, tout va bien. L'épouse ne connaît pas les antécédents médicaux de la personne. Et un jour, un beau jour, il y a un problème de communication, un courant qui passe pas. Chacun tape sur les nerfs de l'autre. Il y a une dispute, bagarre. Le monsieur, il n'a pas pris son médicament, ses psychotropes. Il agresse la dame. Elle a peur, effrayée, ou il la viole, ou elle la tue. Il la tue. Et pourquoi tout ça? C'est après que la belle famille ou la belle fille apprenne que ce monsieur, le pauvre, est suivi par son psychiatre et prend des médicaments, il ne doit pas les arrêter, sans avis médical. Donc quand la belle-fille se demande pourquoi vous m'avez caché cette information, il y a la maman qui lui dit, ben nous, on est fatigué, on ne peut plus supporter notre fils, voilà pourquoi on a dit qu'on a bien réfléchi, et finalement on a compris qu'il a besoin de se marier pour que son épouse prenne soin de lui à notre place parce que nous on est fatigué. Imaginez, il y a des gens qui osent demander la main d'une fille et marier leur fils sans tout dévoiler à la dame. Donc elle est agressée, maltraitée, frappée, tabassée par son mari. Et la pauvre, elle ignore qu'il est malade et qu'il a fait une crise de colère. Voilà pourquoi le psychiatre ou l'avis du psychiatre est obligatoire. Pour moi, c'est obligatoire avant le mariage. C'est obligatoire partout, même dans les écoles et à un bas âge, parce que tout ce qui est traité à un bas âge est merveilleusement bien traité. Si c'est le cas, malheureusement, un grand nombre de femmes, pas du tout jeunes, optent pour la césarienne. Oh, oui, les pauvres, parce qu'ils n'ont pas reçu d'enseignement médical pour leur expliquer que la césarienne, c'est quelque chose qui est difficile. Il y a des inconvénients, des effets secondaires, des conséquences un peu difficiles. Et la césarienne n'est qu'un moyen de sauvetage. On fait la césarienne uniquement pour sauver la femme. Lavage du cerveau. Oui, lavage du cerveau, oui. Oui, c'est un lavage du cerveau pour consommation. En tragédie, la pauvreté n'est pas un défaut de manque de conscience. On ne parle pas de la pauvreté, non. La pauvreté n'est pas un défaut, l'ignorance est le problème. Oui. Oui, bravo, l'ignorance, c'est ça le problème. Bonsoir. Ça fait suivre. That's the question. Oui. L'amour est la base des relations sexuelles. Non, 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 non. Quand on est malade, on n'a pas le droit de parler d'amour. Je suis vraiment désolée. Mais je vais terminer mon idée par rapport à la consommation. Et voilà, la consommation, l'épuisement, vampirisation, tout ce que vous voulez. Et après, on n'a pas le droit de parler d'amour dans mon live. L'amour,
c'est le luxe, c'est le top, c'est la lune. Si on n'est pas arrivé au stade de la lune, on n'a pas le droit de parler de l'amour. Je suis vraiment désolée. Quelqu'un qui a un problème psychique et mental n'a pas le droit de prononcer le mot « je t'aime ». D'accord? Donnez-moi une preuve de votre médecin psychiatre que vous n'avez pas de trouble mental ou psychique et après, on peut discuter le sujet de l'amour. Deuxièmement, quelqu'un qui a des rancunes, quelqu'un qui a beaucoup de problèmes avec les gens, avec la famille, avec les parents, avec la belle famille, avec tout le monde. C'est quelqu'un qui, avec ses tantes, ses oncles et tout, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de parler d'amour parce que c'est pas possible d'avoir de l'amour et de la rancune dans le même cœur. Ok? Très bien. Donc restons dans la consommation, les sacrifices et les fausses croyances autodestructrices. Alors un autre commentaire, ce sont des agressions par des gens psychotiques contre des femmes maltraitées. Oui, c'est grave. C'est grave. Oui, c'est exactement la même expression qui a été dite par la dame. Oui, je suis avec l'amour selon Molière. L'amour entre deux adultes sains d'esprit. Bravo, ça c'est beau. Sains d'esprit. L'homme et la femme cherchent un équilibre entre amour et désir menant au mariage. Très bien, donc la relation de consommation. Moi je pense, je suis docteur en médecine générale. Et j'ai une expérience modeste dans l'accompagnement des adolescents, dans les consultations à domicile, c'est-à-dire que je vois ce qui se passe dans les familles, consultations à distance, conférences dans les écoles avec les adolescents, conférences dans les centres de lutte contre l'analphabétisme. Donc, 4 ans de recherche d'études sur les réseaux sociaux par rapport au sujet de la protection ou de l'immunité digitale, comment protéger le patient, parce qu'on reçoit des gens qui malheureusement arrivent au stade de tentative de suicide à cause des réseaux sociaux, à cause de l'arnaque, du chantage, de beaucoup de choses. Et je vous dis clairement que au Maroc, il est obligatoire de faire une année blanche de mariage. Il est obligatoire. Ça, c'est mon avis à moi, ça n'engage que moi. C'est une proposition très saine, très sage, très mûre. Il faut faire une année blanche. C'est-à-dire que durant 1 an, personne ne va se marier au Maroc. Et il faut qu'il y ait un programme ou des programmes qui passent à la télé et à la radio. Il faut passer un examen, une formation. Il faut donner un support comme une sorte de livret. Voici c'est quoi le mariage, voici c'est quoi la relation, voici c'est quoi l'amour. Voici c'est quoi une relation, c'est quoi des fiançailles. Les fiançailles au Maroc doivent être écrits, par écrit. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un document officiel qui s'appelle document de fiançailles. Genre, il y a le qaïd ou le... Voilà. Qui sait que cette personne a demandé est la fiancée de ce monsieur. D'accord? Vous n'avez pas le droit de décider de vous marier comme ça, sauf si il y a un problème, grossesse ou je sais pas. Mais vous n'avez pas le droit de vous marier comme ça. Ce sont des accidents. Ça s'appelle un accident. Qui êtes-vous pour demander le mariage sans fiançailles, sans connaissance, sans chercher ce qu'il y a une entente ou pas? Tout simplement en se basant sur le sexe, des baisers, des pénétrations, des éjaculations, et après vous osez vous marier comme ça. Et le lendemain, vous demandez le divorce. Et les enfants souffrent. Imaginez, il y a des enfants qui sont plus mûrs que leurs parents. Et des enfants qui se disent, mais pourquoi mon papa vous a épousé? T'as épousé maman. Il y a des enfants qui disent ça. Il y a des enfants qui disent à leur père, qui sont plus sages que leurs parents. Je lui dis, mais pourquoi mon père, si tu n'aimes pas ma mère, pourquoi tu l'as épousée? Le papa n'a pas de réponse. Alors ça, c'est une catastrophe. Je regrette, mais ça, c'est une catastrophe. Il faut que ça se passe sur, ça passe sur la télé, à la télé, à la radio. Il faut qu'il y ait une formation, comme le permis de conduire. Vous travaillez et vous passez le permis. Vous étudiez et vous passez le permis.
Donc, vous avez toujours du temps pour avoir votre permis de conduire. Voilà pourquoi vous devez toujours avoir du temps pour passer le permis de mariage. T'as pas le permis, tu passes pas. Sinon, tu vas avoir des accidents. Toute circulation ou mouvement sans permis mène ou va mener aux accidents. Voilà. Alors, je vais lire vos commentaires. Je suis un peu fatiguée. Alors, mauvaise tradition de se marier. باش يدير عقله ولا تدير عقلها. Voilà. Voilà. Ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire quelqu'un qui est immature, irresponsable. Il y a les parents qui se disent, ah, il faut le marier, comme ça il va avoir des enfants et on va le responsabiliser. Non, madame. Non, madame. Non, monsieur. C'était à vous de sensibiliser, de responsabiliser votre fils. Mais vous, vous avez échoué à bien éduquer vos enfants. Ça, c'est un autre sujet qui est très, très, très vaste et arborisé. L'éducation. L'éducation, c'est ancien, c'est un bas âge. Ça se fait à un bas âge. Programme d'éducation de famille. Bravo, ça c'est bon. Éducation de famille. Le mariage nécessite de la conscience, de la maturité, de la sagesse et un esprit sain. Bravo. Le mariage nécessite de la conscience, oui. La conscience, elle est belle. De la maturité, oui. Parce que c'est la maturité qui nous permet de ne pas penser à l'amour. Il n'y a rien qui s'appelle amour. Je t'aime. Comment ça, je t'aime? Je t'aime, c'est comme le visa. D'accord? C'est comme, je t'aime, c'est comme un acte de mariage. Il y a plusieurs documents. Il y a plusieurs paramètres. Il y a plusieurs, voilà, documents. Je t'aime, c'est comme un projet. Voilà. Ou un dépôt de dossier. Quand vous voulez déposer un dossier, par exemple, pour passer un concours, il y a des pièces demandées. Alors, il y a plusieurs pièces demandées pour dire je t'aime. Donc, dorénavant, vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un je t'aime. Premièrement, est-ce qu'il y a le respect? Donc, la maturité, c'est comprendre que l'amour a plusieurs composantes, dont la première est le respect. Quelqu'un qui est incapable de se respecter d'abord, c'est quelqu'un qui est incapable d'aimer. Une autre condition pour parler de l'amour, c'est l'éducation. Vous êtes mal éduqué. C'est impossible de dire je t'aime à quelqu'un si tu es mal éduqué. Si vous êtes mal éduqué, c'est impossible. Troisièmement, la confiance en soi. C'est pas normal de croire à quelqu'un inconfiant. Ces témoignages à attestation, genre, s'il te dit je t'aime, non mais il y a un problème de confiance en soi. Peut-être qu'il a dit ça juste parce que je lui ai dit que je l'aime. Voilà pourquoi il a dit moi aussi je t'aime. Par contre, la confiance en soi, elle garantit en grande partie la sincérité et l'intégrité dans vos propos. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est pas normal de dire à quelqu'un, de croire à toute personne qui dit je t'aime. Une autre condition pour croire que la personne vous aime, c'est l'indépendance. Alors, l'indépendance, c'est le contraire de la dépendance. Si vous avez un problème de dépendance, on ne doit pas croire à vos sentiments. C'est-à-dire que, alors, lorsque je parle de dépendance, je parle sur 3 plans. La dépendance intellectuelle, la dépendance financière, la dépendance affective. Quelqu'un qui a une dépendance financière, c'est-à-dire, si vous donnez de l'argent, beaucoup d'argent à votre copine, elle va vous dire je t'aime mon chéri, je t'aime. C'est dire de pas et. Ça c'est pas de l'amour, ça c'est de la dépendance financière. Donc si elle trouve une autre personne qui va vraiment sponsoriser tous ces mouvements, automatiquement il y aura une modification de cette énergie d'amour pour vous. Et là vous allez être déçu. Pour éviter la déception, il faut comprendre que si la personne en face a une dépendance financière, d'accord, elle dépend de moi sur le plan financier, c'est-à-dire que la personne ne m'aime pas. Vous voyez? Deuxièmement, avant de croire
à quelqu'un qui dit je t'aime, il faut chercher est-ce qu'on a une dépendance intellectuelle. Alors, quelqu'un qui a une dépendance intellectuelle à vous, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il vous demande, à chaque fois qu'il a besoin d'une information, à chaque fois, il compte sur vous, H24, sur tout, hein, sur tous les plans et 100%. Donc, cette personne, vous êtes pour elle comme des béquilles, comme des supports, comme une voiture, par exemple, comme un train. Elle a besoin de vous. Alors, quand la personne a absolument besoin de vous, elle ne peut rien faire sans votre avis. Elle ne peut même pas signer un petit document sans votre avis. C'est-à-dire qu'elle est faible. Elle est dépendante sur le plan intellectuel, elle est faible. Donc, une fois, elle va apprendre, elle va faire des études, euh, elle va développer une indépendance intellectuelle. Et je vais vous donner un cas qui est typique. Ce sont les hommes qui épousent une fille. Et par exemple, l'homme épouse une fille et l'aide à poursuivre ses études. Ça, c'est une catastrophe, hein, pour vous le dire. Sauf si vous voulez souffrir. Alors, quand elle vous dit je t'aime, chérie, et tout, elle vous aime parce que vous lui donnez de l'argent pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Et après, vous lui donnez de l'argent pour passer son permis de conduire. Et après, vous lui achetez une voiture. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle va développer un autre sentiment de dilemme, de confusion. Elle va se dire, est-ce que j'aime ce monsieur? Ou bien je croyais l'avoir aimé parce qu'il me donnait de l'argent, m'aidait à faire des exercices, à apprendre, à améliorer, à devenir la meilleure version de moi. La première chose qu'on jette, c'est les médicaments et le pansement. Est-ce que vous avez été un pansement pour l'autre? Voilà le grand problème de dépendance. Et malheureusement, il y a des gens qui se croient intelligents et manipulateurs et profiteurs. Ils croient que si on choisit une personne faible, dépendante de nous, on aura toujours du contrôle sur elle. Non, non, ça c'est pas vrai à 100%. C'est pas vrai. Vous voyez ces équations, combien elles sont très, très, très mélangées et liées. Il y a des gens, un autre exemple, alors les hommes qui vivent à l'étranger, lorsque vous épousez une femme, d'accord? Par exemple, une femme qui habite au Maroc. Vous l'invitez, vous faites tout pour elle. Alors, il y a des femmes qui sont très reconnaissantes. Et si vous l'épousez, vous l'épousez par exemple, ou si vous épousez cette femme, elle va partir à l'étranger dans un pays plus développé et elle va développer sa vie, elle va apprendre la langue, elle va vraiment rester très très gentille avec vous, très reconnaissante, elle va vous aimer correctement et honnêtement parce que vraiment elle vous a aimé pour vous, hein, pour qui vous êtes. Mais malheureusement, il y a d'autres cas de dépendance intellectuelle et financière où la femme dépend de vous d'une façon très 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 profonde et complète, totale. Donc du coup, au début, elle ne sait même pas comment écrire son nom, prénom. Elle ne sait même pas voilà, prononcer un seul mot, dire une seule phrase correctement en utilisant la langue étrangère. Et après, vous allez l'aider à tout apprendre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jeter le pansement souillé à la ligne. Pourquoi? Parce que la peau est guérie. Elle n'a plus besoin de vous. Donc, une personne qui a besoin de vous, on ne peut pas dire qu'elle est amoureuse de vous. Parce qu'il y a le besoin. Quand le besoin va se terminer, d'accord? Quand il n'y aura plus de besoin, alors c'est là où vous allez découvrir est-ce que la personne vous aime ou pas. Alors, on a parlé de la dépendance financière, la dépendance intellectuelle, maintenant la dépendance affective, la catastrophe. Une personne qui a de la dépendance affective, l'attachement bizarre, vous croyez qu'elle est amoureuse de vous. Elle n'est pas amoureuse de vous. Elle est attachée à vous. Elle est collée à vous. Elle est possessive. Elle a une dépendance affective. Elle peut mourir sans votre présence. Ça, c'est une catastrophe.
Bon, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération avant de dire ou de croire à toute personne qui dit que je suis amoureuse de toi. C'est pas possible de tout citer parce qu'ils sont vraiment très nombreux. Voilà pourquoi il faut pas se précipiter à parler de l'amour parce que l'amour, j'ai oublié là, ok? C'est huge, c'est énorme. Comme ça, d'une façon, euh, je dirais, banale et banalisée, vraiment, ça fait mal au cœur de voir ça. Très bien, donc un autre commentaire. Ah oui, on est toujours dans le commentaire que j'ai aimé. Le mariage nécessite de la conscience, de la maturité. Donc la maturité, ça inclut ça et autre chose. Et la sagesse et un esprit saint. Esprit saint, c'est beau. Voilà pourquoi les gens doivent vraiment consacrer un budget rien que pour des thérapies. D'accord? Des thérapies. D'accord? Des thérapies, plus ni moins. Tu fais la thérapie parce que je suis un être humain. Un être humain passe par la grossesse de sa mère, par l'enfance, par l'adolescence, par beaucoup de choses. Et toutes ces stations ne sont pas, ne passent pas sans bruit, sans gêne, sans complexe, sans beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas forcément être violé durant votre enfance pour dire que vous avez besoin d'un médecin. D'accord? D'accord. Ah, surtout des enfants en bas âge, ça ne tient pas debout. Ce type de formation a été imposé à Indonésie que des promesses comme programme de C. Le mariage nécessite une étude approfondie et une organisation comme une stratégie militaire. Bravo. Et la confiance, oui. Je t'aime égale le laisser passer, oui. Alors les hommes qui disent aux femmes je t'aime pour profiter d'elles, ben je peux pas vous dire que vous n'êtes pas des hommes, non, je n'ai pas le droit de dire ça, mais je pense que ça a déjà été mentionné dans un commentaire, il vous faut de la maturité, voilà. C'est immature de dire à quelqu'un je t'aime. Voilà, tu m'aimes, tu me le prouves. Point à la ligne. Point à la ligne. Vous dites à une jeune fille de 15 ans je t'aime, après vous la laissez enceinte. Elle a peur. Moi, je me rappelle très bien, un jour, il y avait une fille qui m'a dit, docteur, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois me sauver, partir quitter la maison, ou est-ce que je dois faire, je sais pas. Elle était perturbée. Imaginez une fille de 15 ans qui est enceinte. Elle sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et elle a fait le test, c'était positif à 3 reprises, et elle croyait que c'était négatif. Avec les 2 barres et tout, mais les hommes, mais soyez des hommes quand même. Soyez des hommes, hein. Vous avez une seule vie, donc vous avez une seule chance pour être des hommes. Qu'est-ce qui vous empêche d'être des hommes? Qu'est-ce qui vous empêche? Il faut être un homme. Elle a 15 ans. Vous couchez avec une fille de 15 ans? Vous lui dites, ah non, j'ai pas fait la pénétration, donc tu vas pas tomber enceinte. Mais bien sûr qu'elle peut tomber enceinte. Mais on a vu des femmes mariées qui ont accouché par césarienne parce qu'elles sont toujours vierges. Mais la vierge, elle peut tomber enceinte parce que, écoutez, pourquoi la fille vierge a ses règles? Pourquoi le sang se trouve dans sa culotte, à votre avis? Par où sort ce sang? Par un trou ou des trous. Donc, à travers le même trou qui fait descendre le sang, va permettre la montée des spermatozoïdes. Donc, arrêtez de toucher les jeunes ou les femmes ou n'importe lesquels. Un rapport superficiel, ça peut mener à la grossesse. Arrêtez de toucher. Mariez-vous. Si vous êtes des hommes, mariez-vous. Ne restez pas comme ça dans la nature, comme si vous êtes dans une jungle. Et laissez les mineurs tranquilles. Laissez les mineurs. Laissez les mineurs. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez.
Et c'est une collégienne, d'accord? Lycéenne. Mais pourquoi vous couchez avec elle? Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête. La croissance n'est pas terminée. La silhouette n'est pas terminée. Je comprends pas. Je sais pas que... écoutez, je préfère m'arrêter là parce que moi je suis un peu audacieuse et je ne veux pas être critiquée par les... Ok. Comme programme... Non, on ne parle pas des programmes de la télé, s'il vous plaît. Je n'ai pas le droit de parler des gens. Et déjà, c'est immature de parler des gens. Que chacun fasse ce qu'il veut. Que des promesses. Wesh, Ntim Zouja. Subvenir à ses besoins. Un idole, un exemple. Waouh. Après, elle va développer le grand. Oui, oui, monsieur Hicham. Oui, ça, je l'ai vu avec plusieurs patients. Parce que moi, je fais des consultations à distance partout dans le monde. Si vous voulez faire des consultations à distance avec moi, c'est sur la plateforme Doc Express que je remercie infiniment. C'est une plateforme marocaine qui permet des consultations à distance d'orientation médicale, une prise de rendez-vous, modification des rendez-vous et beaucoup de choses. Il suffit de vous inscrire sur www.docexpress.ma et l'inscription elle est gratuite pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi ou demander un rendez-vous. Et puis, il y a plusieurs médecins, plusieurs spécialistes marocains que vous pouvez très bien trouver facilement sur Doc Express. Alors, vous avez dit, après, elle va développer le gland, c'est-à-dire que après elle va se convertir, elle va montrer une grande... elle va montrer ses griffes, oui. Oui, la femme qui est en dépendance affective, pardon, dépendance intellectuelle et financière, elle va compter sur vous, elle va elle-même croire ou avoir l'impression qu'elle est amoureuse de vous alors que c'est pas vrai. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez l'aider, vous allez l'inviter chez vous à l'étranger ou à une autre vie. Vous pouvez très bien euh, être résident ici, par exemple au Maroc ou dans votre pays, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'être à l'étranger pour vivre cette expérience de grande, entre guillemets. Donc, vous allez l'aider à faire une ascension d'une échelle sociale, d'une classe sociale à une autre. Vous allez lui donner de l'argent, l'amour, la tendresse. Vous allez l'aider à apprendre, à poursuivre ses études. Et après, elle va devenir une autre personne. D'accord? Quand elle va devenir une autre personne, elle va avoir une autre façon de voir les choses, une autre vision. Donc, c'est impossible. Si vous aidez quelqu'un, gardez toujours ça dans l'esprit. Si vous aidez quelqu'un à changer, il sera une autre personne. Donc, il ne sera plus la personne qui vous a aimé. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne sera plus attirée par vous. Vous voyez? Elle vous a aimé parce qu'elle était sa première version. Sa deuxième version, elle est différente. Donc, vous êtes en train de parler à une personne différente. À cause de vous ou grâce à vous, elle a changé de mentalité. Elle a pu acquérir une confiance en soi comme pas possible. Et c'est sa confiance en soi qui était partiellement absente dans sa première version qui va la pousser à revoir ses cartes, à réévaluer votre caractère, votre personnalité. Et peut-être elle sera plus séduite par toutes les choses dont elle avait besoin. Parce qu'elle n'en a plus besoin. Ici, alors... C'est ce que je disais, c'est le réflexe conditionnel. Et finalement, il risque de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre de son âge. Après, elle va te conduire à la prison. Bah oui. Bah oui, si vous sortez avec une mineure, c'est la prison. C'est grave, c'est grave. Voilà pourquoi il faut absolument investir dans le développement
de... Écoutez, il faut investir en vous-même. Soyez égoïste, s'il vous plaît, pour l'amour du Dieu. Concentrez-vous sur votre vie, sur votre confiance en soi. Ne changez pas les gens, n'aidez pas les gens. Les gens, ils ont des parents, ils ont des associations. Il y a tout un état pour les aider. Vous voulez aider quelqu'un, ben faites les choses d'une façon caritative, genre, tu as besoin de moi, ok, c'est-à-dire que tu es pauvre, je suis riche, ou je suis aisé et toi, tu es, dans le besoin, donc je vais t'aider, mais sans qu'il y ait une relation d'amour. Non, pas, il n'y a pas d'amour et de charité. Non, on peut discuter ça ultérieurement. État de faiblesse. Dire je t'aime nécessite maturité émotionnelle et engagement profond, oui. Le mot amour, c'est un grand mot, oui. L'amour sont des actes, pas des paroles. Bravo. Ça, c'est beau. Merci beaucoup, André Jacek. C'est pas normal. Merci beaucoup, docteur, pour vos bons conseils. Je vous en prie. Ça se fait pas. Ce sont des gamines. Voilà, ce sont des gamines. Ça, c'est beau. C'est beau de dire que les filles de 15 ans, de 14 ans sont des gamines. Donc, un adulte attiré par les gamines, pour moi, c'est un pédophile. Point à la ligne. Point à la ligne. Et en plus, il parle d'amour et la pauvre, elle sait pas. La pauvre, elle est en train de vivre des transformations dans son corps, hormonales, beaucoup de choses. Elle sait même pas qu'est-ce qu'elle a. Elle veut pleurer. Elle a des hormones qui montent, d'autres qui descendent. Donc, elle a un cycle ovulatoire, un cycle hormonal. Dans la première partie du cycle, on a une phase folliculaire, la deuxième partie une phase lutéale, donc on a de l'oestrogène qui est augmenté au début, deuxième phase, imaginez 2 semaines oestrogène augmenté, 2 semaines progestérone augmenté. Imaginez que la femme n'a pas la même personnalité, n'a pas la même façon de parler, n'a pas la même façon de réfléchir, n'a pas le même, je dirais, cerveau si vous voulez, ça c'est juste une façon de parler, selon qu'elle est dans les 2 premières semaines du cycle ou dans les deuxièmes semaines du cycle. C'est-à-dire elle est trop faible. Voilà pourquoi l'islam prend en considération ça quand il dit que ça ne veut pas dire que ça dévalorise pas la femme, non du tout, mais ça prouve qu'elle est vulnérable, donc il faut la protéger. T'es un homme, tu dois protéger, point à la ligne. Mais protège-la de toi d'abord, et protège-toi d'ailleurs. Mais ne jouez pas le malin, ne jouez pas l'intelligent. Arrêtez de faire ce jeu malhonnête. Pour la question des mineurs, les parents aussi prennent une part importante de responsabilité. Oui, oui. En ce qui concerne l'éducation, oui. Mais les parents, eux aussi, ils ne sont pas vierges en matière d'éducation. Parce que eux aussi, ils ne font que transmettre ce qu'ils ont appris de leurs parents. Voilà pourquoi il faut absolument faire une année blanche de mariage au Maroc et faire des enseignements, des formations. Et tu dois absolument passer un permis, comme le permis de conduire, un permis de conduire une famille. D'abord, est-ce que vous êtes capable d'être un bon mari? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes capable de devenir un bon papa? Vous avez besoin de 2 diplômes. Le problème sont les tabous de la reconnaissance, de la rencontre et aussi de la séparation. Bravo. Beaucoup de tabous. Il y a des gens qui se disent, par exemple, qui disent à une gamine de 15 ans, de 14 ans, qui veut par exemple rencontrer quelqu'un, il lui dit non, je vais pas, voilà la manipulation. Je préfère ne pas prendre un café avec toi parce qu'il y a ton père qui va nous voir et tu vas être puni. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je t'invite chez moi, comme ça, tu vas venir chez moi et ton père ne va pas te punir. Vous voyez, ça c'est la saleté d'esprit. La saleté de la manipulation. Elle a 15 ans, elle a 14 ans. Donc, si vous arrivez à la persuader que la maison est plus safe et plus sécurisée que le café, c'est pas vrai et ça c'est pas intelligent de votre part. Ça c'est malhonnête de votre part et c'est faible. Vous êtes faible, vous êtes trop faible.
Parce que si vous dites ça à une femme âgée de 40 ans, automatiquement, elle va comprendre que vous êtes un manipulateur. Mais lorsque vous dites ça à une jeune de 14 ans, 15 ans, elle n'est pas stupide, non. Et vous, vous n'êtes pas intelligent du tout. Elle n'est pas sale, non, du tout. C'est pas une prostituée du tout. C'est une jeune de 15 ans qui a été manipulée par un lâche. Voilà. C'est un truc d'omelette. C'est tout. Et le problème, c'est que ces lâches, je suis désolée pour, parce que lâche, c'est une insulte, mais il faut dire ça. Ou pédophile, d'accord. Si vous n'acceptez pas lâche, je peux dire pédophile. Donc, c'est pas normal de manipuler une jeune de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans. C'est pas intelligent de votre part. Vous n'êtes pas intelligent du tout. Vous êtes malade. Et cette maladie doit être diagnostiquée par un médecin psychiatre. Le médecin psychiatre doit absolument être sollicité et doit absolument mettre un diagnostic précis et complet pour toute personne adulte qui joue avec les mineurs et qui manipule. Vous êtes un manipulateur parce que vous êtes faible. La manipulation, c'est la faiblesse. Si tu étais fort, tu n'avais pas besoin de manipuler. Alors les forts ne manipulent pas et les faibles manipulent. Donc déjà manipulateur égale faible. Manipulateur des mineurs égale pédophile. Point à la ligne. Alors vous avez dit tabou pour ce qui est la connaissance, d'accord? La rencontre et aussi la séparation. Alors la séparation, ce sont les âmes et les cœurs nobles qui comprennent la séparation, l'art de la séparation. La séparation doit toujours être faite d'une façon très très luxueuse, progressive, avec un éventuel recours à un professionnel de santé du couple pour pouvoir assurer une séparation anodine sans saignement, sans rien du tout, non saignante. D'accord? La séparation, ce sont les gens de qualité qui connaissent cette séparation. Parce que la séparation, ça veut pas dire que on sera ennemis, ça veut pas dire la rancune, ça veut pas dire des vengeances. Mais quand deux esprits sains, comme vous l'avez dit au début, ou quand deux personnes normales, quand deux personnes qui n'ont pas de problème psychico-mental se rencontrent, la séparation, elle est vraiment sans peine. Parce que déjà, l'amour pour les gens qui sont émancipés, l'amour, ça n'existe pas. Il y a plusieurs choses qui forment l'amour. Donc, s'il y a quelque chose qui manque, automatiquement, cette personne va se dire, ah oui, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. Donc, l'amour est incomplet. Du coup, c'est pas de l'amour que j'avais envers cette personne, c'était juste ça et ça et ça. Et puis voilà, donc la séparation est sans peine. Mais quand on a de la dépendance affective, la colle, gros synthétique, la dépendance, c'est la colle. Donc automatiquement, la séparation sera très violente. Tu dis à quelqu'un, oh non, chérie, en fait, t'es une personne formidable, t'es magnifique, t'as plusieurs qualités et tout, mais je crains qu'on peut pas rester ensemble parce que on s'entend pas sur tous les plans. Et moi, j'ai comme l'impression que je me suis peut-être précipitée pour juger ou pour me juger amoureuse de toi. Du coup, je pense que je dois réévaluer mes sentiments. Je dois prendre un week-end off, si vous voulez, ou je dois voyager, rester toute seule, ou on doit couper tout type d'appel pendant une semaine. Comme ça, on va réévaluer nos sentiments. Voilà, les gens émancipés, ils sont comme ça. Et lui, il va pas faire la crise, il va pas se venger d'elle, il va pas. euh, mais les misérables, ils sont toujours prêts aux vengeances. Imaginez des gens qui sont malades, ils n'ont pas le droit d'aimer. Ils n'ont pas le droit de dire à quelqu'un je t'aime.
Parce que si, par exemple, moi je suis malade et je suis en couple avec toi, tu vas me dire, par exemple, laisse-moi, on peut pas rester ensemble parce que voici, voilà, voilà. Donc automatiquement, je vais me venger de toi, je vais te créer des problèmes, je vais partir te faire des scandales dans le milieu de travail. Ça, c'est la maladie. Les gens, la vengeance, c'est la maladie. Toute personne qui se venge est une personne qui est malade. Point à la ligne. Il n'y a pas une autre explication. Donc, si je lui fais ça, tous ces scandales, c'est-à-dire que je suis malade. Donc, au lieu de me venger de lui, je dois, ou de faire le scandale, je dois appeler un psychiatre et faire des consultations. Bonjour docteur, oui, bonjour madame, s'il vous plaît, je suis très en colère et aujourd'hui c'était le dernier jour de ma relation avec un homme et je peux pas supporter ça. Il m'a dit je veux plus de toi et machin et tout, donc moi je peux pas, il m'a menti, j'ai compté sur lui. Ou elle s'est dit que ça c'est un mot qui ne doit pas être dit. J'ai fait des sacrifices pour lui, il ne faut pas faire des sacrifices pour quelqu'un. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé de faire. Il ne faut pas faire tout ce qu'on me demande de faire. Alors quand vous êtes libre, vous ne faites rien pour l'autre, ou vous faites tout ce que vous faites, vous l'avez fait parce que vous aviez vraiment envie de le faire. Le jour où cette personne veut partir, vous n'allez pas vous sentir vexé et écœuré. Mais si vous n'existez pas, vous n'avez pas d'ego, vous faites tout pour l'autre, vous donnez toujours la priorité à l'autre, vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire et pourtant vous obligez de les faire tout simplement parce que vous avez la peur de l'abandon peut-être. À ce moment-là, donc automatiquement, vous allez être déçu. Et le médecin va avoir la gentillesse de vous expliquer tranquillement ce qui s'est passé. Et il va toujours avoir besoin de traiter votre enfant intérieur parce que tout- toutes les dépendances, toutes les colères sont forcément et en grande partie liées à l'enfance. Très bien, alors on va lire les commentaires rapidement sans développer. Donc, le mariage apporte stabilité émotionnelle et soutien à l'homme sage. C'est vrai, le mariage est une union fondée sur l'amour, le respect et la patience, oui. Aimer quelqu'un demande réflexion et compréhension, oui. C'est douloureux d'évoluer, c'est pour cela qu'on évite presque automatiquement. S'approcher d'une mineure pour des fins sexuelles est un acte répréhensible et immoral, oui. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, une question, oui. L'improvisation mène à des risques menaçant la vie, oui, bravo. L'improvisation, ça sous-entend que la personne ne se connaît même pas. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que c'est pas normal de vouloir comprendre l'autre alors que je ne me comprends pas. Si je me comprends, c'est-à-dire que j'ai des objectifs dans une relation n'importe laquelle, avec n'importe quel type de personne, il faut avoir déjà, il faut fixer des objectifs dans genre qu'est-ce que je cherche et qu'est-ce que ça va me rapporter et quelle est la valeur ajoutée de cette personne dans ma vie. Bah, qu'est-ce que je vais gagner, hein? Oui, tout à fait. La séparation est difficile, mais elle reste une solution à la mieux. Merci. Celle. La séparation est une solution pour éviter les problèmes futurs. Un de 15 ans parfois utilisé comme appât pour tirer profit, voire sexe et long. Non, monsieur Brahim, non, s'il vous plaît, arrêtez d'insulter. Écoutez, les gens qui insultent l'État, qui insultent les gens, qui insultent tout le monde, ces gens-là, de tout mon cœur, je vous souhaite tout le bonheur, mais je n'ai aucune réponse. D'accord? There's no answer to your questions. J'ai pas de réponse pour les insultes. J'ai pas de temps. La vie est courte. Il y a, il y a pas d'amour, il y a juste l'empathie et la miséricorde. Et la misère. Et la, et la misère, hein. Oui, l'empathie, miséricorde, ça doit pas exister. Écoutez, dans une relation passionnelle ou d'amour passionnel, il faut pas qu'il y ait d'empathie, de miséricorde, de
de charité. D'accord? Une relation, c'est le plaisir, c'est la joie. Soit vous êtes une personne qui cherche la joie, soit vous êtes une personne misérable. Les misérables, ils aiment toujours la misère et le drame. Et les gens, les bons vivants, ils cherchent toujours le plaisir. C'est-à-dire que les misérables, ils se sentent insuffisants et incomplets et doivent absolument être avec une personne qui va les aider. Donc on cherche l'aide. Au lieu de recourir à un médecin, on déverse tout le sac de problèmes. D'accord? Tout le pu qu'on a au fond de nous. Même les femmes entre elles, même les copains, même une rencontre, d'accord, pour boire du thé ou du café, ça sous-entend qu'on va faire des séances d'écoute, comme si on était chez le psychiatre. Et ça, c'est hyper catastrophique. Ça s'appelle la culture des misérables. Les bons vivants, ce sont des gens que chacun d'eux a sa vie et l'union n'est qu'une fusion, si vous voulez, ou partage de ces deux vies. Donc chacun d'eux doit avoir une vie et on partage ses vies. L'amitié, les relations et le mariage nécessitent conscience et paix intérieure. Bravo. Paix intérieure, même dans les friendships. Le pardon et la distance, c'est la meilleure solution. Non, s'il vous plaît, on parle pas ici dans ce live. On parle pas. Je suis vraiment désolée. Je suis tellement étanche. Les gens qui veulent parler, je ne suis pas là pour vous écouter parce que la vie, ma vie est courte. J'ai décidé de ne plus dépenser une minute pour écouter ou pour développer ou pour comprendre ou pour expliquer. Je vous respecte. Je vous souhaite tout le bonheur. Mais je ne vous donne pas le droit de parler dans mon live. Soit vous avez quelque chose qui va enrichir mon esprit, soit je ne vais pas lire vos commentaires. Vous parlez, je voulais juste parler ou pleurer. Non, vous pleurez ailleurs. Ici, on pleure pas. Ici, on fait pas le drama. Ici, on fait pas la misère. D'accord? Ici, on n'insulte pas l'État. Ici, on n'insulte pas les gens. Ici, on fait pas l'ange. Vous n'êtes pas des anges. J'ai la conviction que vous n'êtes pas des anges. Ne faites pas les scénarios ici, les pièces de théâtre et tout. Non, non, non. Je suis désolée. Je veux gagner. Je veux gagner. Vous avez quelque chose que je peux prendre, je le prends. Je l'arrache de votre esprit, de votre tête. Si votre commentaire ne contient rien et vous êtes là juste pour insulter les gens ou pour vous plaindre, je n'ai pas de réponse. Mais toujours dans le respect. Avec tous mes respects, mais je n'ai pas de réponse. D'accord? Je suis égoïste. Je suis devenue égoïste. Genre, je parle avec des gens qui vont me donner des choses. Si je parle avec quelqu'un qui a âgé de plus de 60 ans, il va me donner beaucoup de choses. Si je parle avec quelqu'un qui a, qui a, qui a plus d'expérience professionnelle que moi, je veux vraiment être gâté par les informations et je veux gagner. Ici, cordialement. Pourquoi la théorie ne peut jamais répondre aux imprévus de la réalité? Je ne sais pas. La vengeance est un plat qui se mange froid. Non, la vengeance n'existe pas dans ma vie, dans mon univers et dans mon compte. D'accord? Un plat qui se mange à froid, ça, c'est une culture très toxique que je n'admets pas dans mon life. D'accord? La vengeance n'existe pas et ne doit pas exister. La seule façon de se venger, d'accord, c'est de progresser sans pour autant guetter la perception de l'autre, ou de la part de l'autre. Voilà. Loving someone with conviction is a love based on understanding and respect. Yeah, il faut comprendre et respecter. Pour moi, la femme ne m'apporte aucune valeur ajoutée par rapport à tout ce que lui... Oui, oui, bravo, monsieur. Bravo, Kane. Ah, il est en train, hein, il est en train de discuter. Il a laissé un commentaire dans un live géré et animé par une femme. Et il dit que la femme ne lui rajoute rien dans sa vie. Je respecte ce que vous dites, hein, monsieur. Bravo. Continuez.
Permettez-moi juste d'avoir une idée sur votre orientation sexuelle, comme ça je vais comprendre vos propos. Si vous permettez, si vous voulez pas, vous êtes libre, hein. Il faut connaître la loi de l'amour comme un juge connaît la loi. Aucune femme au Maroc n'accepte la polygamie. Chaque femme veut un homme à elle seule. Voilà, il y a une dame qui vous a répondu. Elle a dit, je peux accepter puisque c'est notre religion. Très bien, donc vous êtes tous à la hauteur. Bravo, restez comme vous êtes les meilleurs, vous êtes très bons comme ça. Be yourself and everything will be okay. Restez comme vous êtes, hein. Restez comme vous êtes. J'ai pas envie de changer les gens. Et vraiment, de tout mon cœur, moi j'ai changé de caractère de beaucoup de choses. Et vraiment, de tout mon cœur, j'ai envie que chacun reste comme il est. Ça, c'est le summum de la maturité. C'est accepter. J'accepte tout le monde. Je veux que tout le monde reste comme il est. Il est très beau comme il est. S'il y a quelqu'un qui veut changer sa vie, c'est à lui de prendre cette décision. Il y a des gens qui sont traumatisés par la femme. Or, traumatisés, ça nécessite une prise en charge médicale. Moi, je cherche toujours à progresser et à m'améliorer. Bravo, bravo. Très bien, donc je vous souhaite tout le bonheur, dans la paix. Je vous envoie l'énergie de la paix, du calme, de la tolérance. Il faut que chacun de nous tolère l'autre et accepte l'idée qu'on est très différent et on n'est pas obligé de rester accolé et collé aux gens. Si on a un problème d'attachement, il faut traiter l'attachement. Si on a un problème de dépendance, il faut traiter la dépendance. Si on cherche une personne pour nous aider, il faut chercher soit un avocat, soit un médecin. D'accord? Gardez toujours ça dans l'esprit. J'ai besoin d'aide, je sollicite un médecin ou un avocat. Point à la ligne. Alors, dernière lecture. C'est douloureux d'évoluer, c'est pourquoi on se laisse faire dans la stagnation. Parce qu'on ne peut pas quitter sa zone de confort. Bonne nuit, docteur Asmaï, merci pour ce live, je vous en prie. La vie entre nos mains, vivons-la pleinement. Bravo, ça c'est beau. La vie est entre nos mains. Et si on ne voit pas ça, c'est-à-dire que peut-être qu'on a une conviction limitante ou une croyance limitante qui dit que la vie n'est pas entre nos mains. Peut-être. Qu'est-ce que j'allais dire? Très bien, donc bonne nuit, je vous souhaite tout le bonheur. La rediffusion sera enregistrée sur ma chaîne YouTube qui porte le nom de Dr. Asma Andoni. Prenez soin de vous. S'il vous plaît, je ne parle pas avec les gens sur les réseaux sociaux. Il y a une plateforme marocaine, des professionnels, des médecins marocains, qui s'appelle donc express.ma. Donc les consultations à distance, je les fais à travers cette plateforme. Il faut absolument s'inscrire et demander le rendez-vous de façon professionnelle.